Et elle a bien fait savoir que c'était la mère de Sadek. Et il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Et elle leur a dit, vous êtes des merdes. Et celui qui est pas content, qu'on se rentre dedans tout de suite. Et il me dit, je te donne 100 bitcoins, je te les mets sur le compte, contre 10 grammes de trucs. Je lui dis, ça c'est quoi en fait? C'est de l'argent virtuel. Il me dit, ouais. Je lui dis, tiens, donne ta main. Il me donne sa main et je fais ça. Bzzz. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, argent virtuel, drogue virtuelle. Et je me crois super malin de ma blague en fait. Ah non. Ah, ça fait cher la blague. Merci beaucoup Sadek d'être là. Avec plaisir, Paul. On a un nouveau concept pour le podcast, en fait, que tu as co-inventé, on va dire. Avant, c'était le podcast s'appelle Maman m'a dit, je t'avais expliqué pourquoi. C'est parce que depuis que je suis petit, ma mère me dit que même si j'ai pas des capacités incroyables ou qu'on n'a pas de réseau par défaut, on peut faire ce qu'on veut si on s'en donne les moyens. Et j'invite des personnes qui sont dans cet état d'esprit. Et pour moi, tu es dans cet état d'esprit-là. Et je cherchais un concept pour lier plus le podcast au nom, que ça soit lié vraiment à côté mer, impact de la mer sur la vie. Et tu m'as donné une idée, c'est de te demander, de poser la question à mon interlocuteur de qu'est-ce que sa mère aurait dit dans telle ou telle situation. Pour ceux qui ont encore la chance d'en avoir une. Pour ceux qui ont encore la chance d'en avoir une. Et c'est notre cas. C'est notre cas, ouais. La première question, c'est comment ta mère te présente, quand elle doit te présenter dans... Nous, on est tunisiens d'origine. Ma mère, elle est russe-tunisienne. Donc, mon grand-père maternel est russe et ma grand-mère est tunisienne. Et donc, elle va me présenter à la manière des mères juives tunisiennes, même si nous, on est d'obédience musulmane. C'est-à-dire que ça va dépendre de l'interlocuteur qui est en face. Si ça va être des jeunes qui vont être intéressés par le rap, elle va me présenter comme rappeur. Si ça va être des gens qui vont être intéressés par le cinéma, ça va être comme acteur, ou voilà, ça va dépendre vraiment de l'interlocuteur. Ok, c'est caméléon. Ouais, et toujours dans une, Dieu merci, dans une fierté. Ça, j'en suis content et je vais pas me l'enlever non plus. Ça va. J'ai fait le test hier avec ma mère aussi pour préparer. Ouais. Et je sentais aussi, elle souriait quand elle devait parler de moi, donc c'est que c'est bon signe, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais c'est son sourire qui te fait rougir là. Exactement. Tu commences pas, sinon ça va être long. Première question que je voulais te poser, qu'est-ce que ta mère t'a dit quand tu lui as dit que tu voulais devenir rappeur? Au début, elle y comprenait pas grand-chose, parce que forcément, c'est pas dans sa culture, mais je pense qu'elle partage un truc, nos mamans en commun, c'est-à-dire que elle a compris que c'était important pour moi dans mon aventure personnelle, et elle m'a demandé de cocher des cases, c'est-à-dire juste d'avoir un bac, qui pour elle est le diplôme qui permet, si demain on rate quelque chose dans la vie, de pouvoir revenir à un minimum de base, comme un funambule qui a un filet en dessous de soi. Et donc, j'ai eu un bac littéraire, bac que j'ai eu avec 140 journées d'absence, parce que j'étais vraiment passionné par le rap. Depuis que j'ai 13 ans, je traînais dans les gares, à aller faire des clashs façon Eminem dans 8 Mile, sur le côté dangereux de Détroit. C'était quand même à Gare du Nord et à La Défense. Donc, mais elle a tout de suite accepté sans n'y comprendre grand-chose, vraiment. Et ça s'est fait très naturellement, ou c'est un jour, t'es venu la voir, tu lui as dit « Ok, là, je veux vraiment faire ça de ma vie » ou... Ça a été très tôt. Ça a été très tôt. L'histoire, elle se passe comment? Justement, ce film, j'ai beaucoup de connivence avec le film 8 Mile d'Eminem. Et donc, je suis allé le voir au cinéma avec des amis. Et en rentrant du cinéma, on était déjà en train entre guillemets, de se clasher dans le bus et tout. Et je crois que c'était le week-end, hein, je n'ai pas le souvenir exact, mais on était revenus en cours. Et j'ai fait un clash avec 2 mecs de mon collège, où je te jure que les profs, ils croyaient qu'il y avait la plus grosse bagarre de l'année. Il y avait vraiment tout le collège devant. Et c'est la première fois où on m'accordait de l'attention pour, entre guillemets, un talent ou quelque chose que je savais faire. Et ensuite, j'ai eu un accident de voiture où je me suis fait renverser. Donc, à la maison, j'ai commencé à écrire des textes et tout. Et puis, elle m'observait et elle voyait que j'y prenais beaucoup de plaisir dans les mots, dans les lettres, etc. Donc, à partir du moment où elle voyait que ça m'épanouissait, elle m'a toujours encouragé et elle m'a toujours laissé faire. Et là où tu t'as commencé vraiment, disons, temps complet, que ce soit le projet principal de ta vie, c'était après le bac à 18 ans, c'était un peu plus tard? Non, ça a été un peu avant. C'est-à-dire que vers 15-16 ans, j'ai eu la chance de pouvoir, encore une fois, faire un battle rap, un événement qui s'appelle le Quai 54, où j'ai été remarqué vraiment par toute la scène rap français de l'époque. Il y avait Danny Dan, Holkin Reed, des gens que j'écoutais, auxquels j'étais très, très impressionné. J'étais vraiment très fan de rap quand j'étais petit. Et donc, j'avais commencé ce clash au collège où je devais avoir 11 ou 12 ans. J'étais en 6e, pas plus. Et ensuite, j'ai toujours continué avec mes copains du quartier à aller un petit peu en studio. On mettait chacun de notre argent de poche pour pouvoir faire des morceaux. On avait un groupe qui s'appelle NP Street, pour Neuilly-Plaisance Street. Très origine. Ne me pose pas de questions sur ça. J'ai jamais réussi à trouver un nom de rappeur. Mon premier nom de rappeur, aucun sens. Je crois que je m'appelais Mastaflo.
J'ai même pas Ah, demandé j'avais pas une grande pourquoi. originalité, ouais. C'est- Pas très créatif, donc du coup, j'ai gardé mon prénom, Sadek. Et, euh, et ouais, en 2004-2005, j'ai commencé à me faire repérer. Et du coup, il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser à moi. Mais comme il y a un processus différent quand tu fais du battle rap, c'est-à-dire que tu as l'habitude de rapper dehors avec des gens et donc tu dois un peu crier pour te faire écouter. Mhm. Du coup, le processus pour aller en studio, il est C'était beaucoup plus compliqué. compliqué. Ouais. 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 En fait, de ce que je comprends, si on revient à ma question initiale, t'as pas dit un jour, ok, à ta mère que t'allais faire du rap toute ta vie. Elle a compris assez naturellement parce qu'elle a vu que c'était ta passion. Comme Ouais. moi, je me suis jamais réveillé en lui disant, ok, je vais être entrepreneur, quoi. Je pense qu'elle le comprenait par ma manière d'agir et de ce que je disais déjà avant le bac, quoi. C'est à peu près pareil. Mais je pense, si je peux me permettre de rebondir, ce qui est intéressant avec le rap, c'est que c'est un milieu qui t'apprend vraiment à être autodidacte. Et surtout, c'est pas un milieu factuel comme l'entrepreneuriat classique. C'est-à-dire que tu sais, quand tu es entrepreneur, c'est-à-dire que quand tu fais du business, tu vas avoir des produits, tu vas les vendre et tu vas récupérer dessus. Sur le rap, c'est beaucoup plus subjectif parce que tu mêles de l'émotion et il n'y a aucune raison que ça marche. Tu Ouais. vends un peu des émotions. Ouais. Et donc, c'est pas parce que toi, t'aimes ce que tu fais que Mhm. ça va marcher. Mhm. C'est pas parce que tu n'aimes pas ce que tu fais que ça va pas marcher. C'est très, très compliqué à comprendre. Et donc, du coup, quand tu arrives dans des business plus classiques, tout te paraît extrêmement plus simple. Et je C'est pense que, vrai? je pense que c'est le centre le plus formateur Ah ouais? au monde. Ouais. Et toi, ça a marché assez rapidement? Quand t'as sorti tes premiers sons, ça. Ça a marché et pas marché, dans le sens où j'ai été connu très rapidement. Ensuite, avoir des succès, des disques d'or, des disques de platine, ça a pris plus de temps. Et ce qui est super paradoxal, c'est que ça c'est arrivé quand j'en voulais plus. C'est-à-dire que j'ai eu mes succès avec Nick le Casino, avec Vulgaire, Violent, Ravi d'être là. Après, j'ai très vite switché sur un album de funk brésilienne qui est pas du tout un album rap, parce que je m'ennuyais à faire du rap. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je cherchais le succès, moins ça arrivait. Mhm. On va y venir sur la suite de la partie musique. Et Mhm. la deuxième question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que ta mère t'a dit quand tu lui as dit que tu allais être acteur au cinéma? Ah là, ça a été une grande fierté parce que du coup, c'était pas une volonté, c'était déjà acté. Pour le coup, Mhm. être acteur, c'était acté. C'est-à-dire que j'ai eu, encore une fois, la chance, l'opportunité de faire un casting avec Rachid Jaidani, qui était le réalisateur de Tour de France. Et directement, quand je lui ai annoncé, c'est-à-dire que c'est pas peut-être, c'est je suis pris, Mhm. j'ai 70 jours de tournage, Mhm. je vais être bien payé pour ça. Et elle savait, quand tu lui as dit, elle savait avec qui t'allais tourner? Oui, 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 Ok. c'était acté. De base, ça devait être avec Vincent Lindon. Mhm. Ensuite, je remercie Rachid pour ça. Lui, il voulait pas que ce soit moi. Mhm. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus fort et tout. Et il trouvait qu'en termes d'image, ça collerait pas forcément. C'est sa volonté. Mhm. Et ensuite, Rachid, il a eu une rencontre avec Depardieu. Et Depardieu, il a tout de suite accepté que ce soit moi. C'est bien parce que ça aurait été le plus facile, ça aurait été de te switcher plutôt que de retirer l'acteur principal. Bien quoi. sûr, c'est pour ça que je remercie Rachid d'avoir eu, entre guillemets, les coraux d'imposer sa volonté de réalisateur. Hein. Et de ce que je sais, ça a été plutôt payant parce que ça a bien matché avec Depardieu. Mais... Bah, ça a bien matché, oui. Après, aujourd'hui, on se fréquente pas, mais pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas Ouais. les mêmes forcément centres d'intérêt. Mhm. C'est vrai que les gens me parlent beaucoup de ça, mais ça fait maintenant 8 ans. 8 ans ou 9 ans, tu vois. Après, on a toujours eu de bons rapports. Moi, c'est quelqu'un que malgré tout ce qu'on peut lui accorder, je comprends. Et je vais pas défendre tout ce qu'il dit ou tout ce Ouais. qu'il fait. Mais l'ayant vu en privé sur pas mal de sujets et tout, je suis pas trop d'accord avec ce qu'on veut lui accorder. Par exemple, je te le dis clairement, moi, j'ai jamais mâché mes mots. Quand je vois le reportage où il est en Corée du Nord, évidemment que je condamne les propos, mais moi, je comprends le contexte et je sais très bien ce qu'il fait. Mhm. C'est-à-dire qu'il est avec une équipe de journalistes qu'il déteste. Et pour se prouver à lui-même que ce sont des traîtres, il va avoir les propos les plus choquants possibles et imaginables pour voir ce qu'ils vont en faire. Et la preuve lui donne raison, c'est Ouais. que 2 ans après, il les sort dans un reportage complément d'enquête super bien monté, qui évidemment que tout ce qu'il dit est extrêmement condamnable. Ouais. Mais moi, Et tu je penses sais que c'est contrôlé et qu'il fait exprès et que c'était pour provoquer? lui, c'est vraiment un côté irrévérencieux. C'est-à-dire que c'est un côté je vous emmerde, Ouais. je sais que vous êtes des larbins et je sais que vous allez vous taire tant que vous êtes avec moi, mais le jour où vous allez pouvoir utiliser ces images pour me faire du mal, Mhm. vous le ferez. Et il y Ouais, a... mais tu vois, si je peux me permettre, tu pourrais être comme ça parfois, mais tu te permettrais jamais de dire des trucs aussi poussés que ça. En même temps, moi, je partage pas du tout les blagues graveleuses déjà. Ouais. Alors encore moins quand ça va Non, mais concerner là, ouais, des enfants. c'est Non, pas que mais c'est attention, limite, c'est que c'est pas limite, Ouais. c'est totalement Ouais, ça va condamnable. Ce pas qu'il être dit, pas possible. Ouais. c'est de la folie Ouais. pure. C'est de la folie pure. C'est juste que
je comprends le contexte, je sais dans quel contexte il le fait. Alors là, ça serait pas de la folie, je souhaiterais vraiment qu'il en crève s'il passerait à Ah, l'acte derrière. ouais. Mais l'ayant vu, moi, se comporter avec des femmes ou avec des Tu enfants, penses qu'on n'est pas du tout là-dedans, ouais. je pense qu'il a des années-lumière. Mais ça, c'est ma pensée personnelle. Et Mm. encore, il aurait fallu le côtoyer comme moi, j'ai pu le côtoyer, comprendre des choses que moi, j'ai compris sur sa famille, sur la tristesse qu'il peut avoir au quotidien. Il faut savoir que Depardieu, c'est simple. Il joue pour ne pas mourir. Ah ouais? Bah, les gens ne comprennent pas qu'en vrai, il a raté beaucoup de choses malgré tout ce qu'on peut lui accorder, le monstre sacré du cinéma et tout. C'est pas quelqu'un qui est heureux aujourd'hui. Et il vit à travers le fait d'obtenir de l'attention et de choquer au maximum. Et voilà, c'est très paradoxal et c'est très compliqué de comprendre un être humain comme ça. J'imagine. Surtout qu'il a l'air d'être complexe. Très complexe. Après, je connais pas tout et je peux pas non plus le défendre ou Ouais, être mais d'accord avec des propos comme ça. C'est vois- complètement fou. tu vois, quand quand tu racontais qu'il t'avait regardé là pendant 1 minute d'affilée et qu'il te jugeait comme ça, enfin, Hmm. personne fait ça, quoi. C'est... Non, et puis moi, il y a aussi des trucs que j'ai vus avec lui et que des fois, tu sais, j'aimerais bien que des gens témoignent. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu avoir des comportements géniaux avec des gens et en même temps, il a une intelligence émotionnelle qui est complètement dingue où il va être très méchant, vraiment méchant avec les parvenus, les Ouais. opportunistes, Mm. tu vois, ceux qui vont rigoler au pire des blagues Ouais. juste Parce que c'est lui. parce que c'est lui. Et il va avoir des comportements extrêmement humains avec des gens qui vont plus nous ressembler à nous. Moi, je l'ai vu se comporter extrêmement bien avec des régisseurs. Je l'ai vu avoir des très beaux comportements avec Anne-Dominique Toussaint, qui était la productrice du film. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'avoir vu ce que j'ai vu moi, c'est difficile parce que le tribunal populaire Mhm. décide de le pendre. Enfin, toi, dans le tribunal populaire, c'est pas mal non plus. Je suis pas très populaire dans le tribunal. On va pas aller là-dedans, sinon je sais où ça va arriver. Mais bon, ça s'appelle Maman m'a dit. À partir du moment où maman va bien, le Alors, reste, ouais, qu'est-ce c'est que le je m'en fous, principal. ouais. Tant que maman est fière de nous, qu'elle sait qu'on est respectueux, Mm. je pense que c'est le principal. Mm. En reprenant un peu le fil de mes questions, j'aimerais bien te demander comment elle a réagi ou ce qu'elle t'a dit quand tu lui as dit pour la première fois que tu allais rentrer en prison ou qu'elle s'est rendue compte que tu rentrais en prison. Bah, elle était en Tunisie. Et voilà, on risque encore de choquer le tribunal populaire. Elle était très fière de son fils, qui allait défendre l'honneur de sa femme. Et de Tunisie, elle a pris un avion tout de suite pour le tribunal, pour Lyon. Mhm. Et elle s'est rendue au tribunal toute seule. Et elle a bien fait savoir que c'était la mère de Sadek. Et il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Et elle leur a dit, vous êtes des merdes. Et celui qui est pas content, bah, qu'on se rentre dedans tout de suite. Mhm. Ma mère n'a peur de rien. Et voilà, c'est pas comme si j'étais allé taper la béquière non plus. Ouais. T'as pas touché un enfant ou t'as un... Non, pas Ouais. pour le coup, moi non. Ouais. Moi, pour le coup, tu sais, on utilise même les intelligences artificielles, tout ce qui est possible et imaginable pour me faire du mal. Et ça, bizarrement, on n'a jamais réussi à trouver quoi que ce soit Ouais. de ce niveau-là. Alors qu'il y en a d'autres, on peut... Très facilement. Qui peuvent Et c'est peut-être pour ça qu'on me tient pas par les couilles aussi. Parce que même si on peut avoir l'impression que je me comporte mal en public ou que je passe pour un fou, les gens qui me côtoient savent qu'ils ont affaire à quelqu'un de respectueux malgré tout. Ouais. En fait, une des premières fois où on s'est vu, tu m'avais dit je contrôle. Je peux passer pour un fou, mais c'est fait exprès, je sais pourquoi je le fais. Et Bah, en fait, parce que tu sais, qu'est-ce qu'un fou, qu'est-ce que la normalité? Ben, aujourd'hui, la normalité, ça va être la majorité. Et moi, pour moi, la majorité a un comportement complètement fou. Donc, je ne parle pas à ceux qui entendent, je parle à ceux qui écoutent. Je ne veux pas discuter avec ceux qui voient, je veux discuter avec ceux qui regardent. Et c'est deux choses complètement différentes. Donc, si on a 1 million d'audience et que sur ça, on récupère 3000 personnes qui sont dans notre discours, dans notre volonté de s'améliorer, de se combattre, parce que moi j'ai une phrase qui dit on a tous le droit de faire des erreurs, mais on a le devoir de s'améliorer. C'est à eux que je veux parler, c'est avec eux que je veux avancer. Dans la vie, on n'est pas fait pour avoir 1 million d'amis. 3, 4 amis, ça suffit largement pour traverser vents et marées. Ok, c'est super intéressant. Si on repart sur la partie rap, mais en fait, je sais pas si c'est chronologiquement, c'était en quelle année que ça s'est arrivé le truc de... Le quai 54, donc que je dise pas de bêtises, parce que des fois je peux paraître incohérent, parce que beaucoup de souvenirs se mélangent dans ma tête, on dirait qu'on est dans l'attaque des titans. 2004-2005, quoi. Ok. Et après, donc, quand t'as sorti ton premier album, c'était 2012, autour de ça 2012, ouais. Premier album 2012. Je crois que j'ai sorti une mixtape 1 an avant, quelque chose comme ça. Mixtape qui a eu un succès d'estime, c'était avant le streaming. Et ensuite, un album que moi je déteste totalement, qui s'appelle Les frontières du réel. Je le déteste parce que je l'ai fait dans les mauvaises intentions. Enfin, je l'ai fait dans la bonne intention, mais le résultat, du coup... Tu veux dire de vendre et ça n'a pas vendu. Ouais. Okay. Tant mieux que ça n'ait pas vendu, parce que peut-être qu'un jour, je parlais avec Oxmo Puccino qui me disait il n'y a rien de pire que d'aller sur scène et de chanter une chanson qu'on déteste. Et donc, je détestais tout cet album artistiquement. De A à Z ?
Ah ouais, de A à Z. Il y a le morceau avec Meek Mill que j'aime bien. J'allais te dire ça, on en a déjà Et il y parlé. a un autre morceau avec Leslie que j'aime beaucoup parce que j'ai une relation très forte avec Leslie. On avait fait un morceau ensemble où elle m'avait accordé du temps et on s'est très bien entendu sur ça. Ouais. OK. Mm. Et je voulais en venir à ce que ta mère t'a dit quand tu as eu ton premier platine. Mhm. Est-ce que ça a été une étape ou c'était juste, OK, un jour tu as reçu une notification, C'était anecdotique pour elle. Hmm. C'était anecdotique. C'était pas. Elle s'est pas dit ce jour-là, OK, mon fils a réussi dans la musique Non. ou... Elle Non, se le non. disait déjà avant ou pas, mais... Non, bah, l'important pour elle, c'était plus qu'on réussisse dans la vie. C'est-à-dire que plus qu'avoir un. En fait, j'ai vu qu'elle a vu d'un très mauvais œil le succès musical parce qu'elle voyait en même temps que je m'enfonçais dans un truc un peu, entre guillemets, de rockstar. C'est-à-dire où j'avais pas de limite, mais vis-à-vis de moi-même, pas vis-à-vis des gens. Et je pense qu'une maman, ce qu'elle souhaite pour son fils, c'est d'avoir un foyer, un équilibre et des petits-enfants. Bon, maintenant, c'est bon. Son vrai disque de diamant, c'est mon fils Imran, elle. Ouais. On y viendra après. C'est à peu près dans ces années-là, tu t'as dit sur les jeunes là, que tu vivais pas du rap. Tu peux parler de ça ou... Ouais, bien sûr, on peut parler de tout. En fait, il faut savoir que quand je sors donc, mon album Aux frontières du réel en 2012, euh, déjà avant ça, moi, j'ai toujours fait un peu d'argent à côté, sans spécifier ou quoi. Et donc, on me rend mon contrat. Et de 2012 à On te rend 2015... ton contrat, excuse-moi, je te coupe, mais on te rend ton contrat parce que ça a pas vendu. Oui, parce que ça n'a pas vendu. Ok. Mais ce qui est normal, une maison de disques fonctionne totalement comme une banque musicale. Donc, ils sont pas là pour développer des artistes ou quoi. Il y a même une interview que j'ai vue récemment où j'ai oublié son nom, mais il y a un directeur artistique ou quelque chose comme ça d'un label qui explique que tout est basé sur les chiffres, il n'y a aucune sensibilité artistique. Et je trouve que c'est bien d'avoir l'honnêteté de le reconnaître. dire, ouais. Au moins, ça permet aux artistes de comprendre que quand ils vous appellent, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, n'y allez pas. Ouais, je comprends. Et pour te dire ça, donc on me rend mon contrat, mais j'ai aucune animosité par rapport à ça. J'ai plus trop envie de faire de musique. Et en même temps, j'avais déménagé sur Paris. J'habitais au 43 rue Oberkampf dans le 11e arrondissement. Donc, pour ceux qui connaissent la rue Oberkampf, c'est une grande rue qui monte jusqu'à Ménilmontant. Et le 43 correspond à l'endroit où on est encore très proche de République, assez proche de Châtelet, et où il y a une grande concentration de bobos et de consommateurs de drogue en tout genre. Et c'est là-bas où justement je racontais la fameuse anecdote où on m'avait proposé 100 bitcoins pour 10 grammes de... Ah, j'ai jamais entendu ça. Ah bah on était, je crois, non, totalement, on est en 2012-2013. Et t'as pas appris? Non, bah non, j'ai complètement raté tu le train. serais pas là. Ah non, bah c'est pas si. C'est pas le problème. J'ai raté le train, j'ai fermé la gare. J'ai fait un truc de Golemont comme pas possible. Après c'est toujours... Tu peux t'en vouloir maintenant, mais tu pouvais pas Moi, savoir. je m'en veux pas. Je pense que ça fait. Moi, vraiment, je me dis que si c'est pas arrivé, c'est que c'est le destin. Mais l'anecdote est folle, c'est que il y avait un mec vraiment pas de téléphone, tu sais, les geeks de la Silicon Valley, ouf, un peu sale tout le temps. Et donc, j'avais l'habitude de le servir. Et un jour, il vient, il me dit, écoute, là, j'ai pas de cash sur moi. Par contre, il y a un truc, ça s'appelle le Bitcoin. Et le nom m'est resté en tête de ouf parce que je me suis dit, s'il l'a inventé, c'est génial. Déjà, il y a bit dedans, il y a coin. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, là, non? Et donc, il me dit, voilà, moi, ce que je te propose, c'est quoi? C'est que je t'ouvre un compte, je te transfère. Ah, il était impliqué, Ah ouais, non, mais je te dis, c'était un vrai ouf. C'est les complotistes. Lui, il était déjà dans les reptiliens. Sauf qu'il est multimillionnaire. Mais je sais même pas. Il est mort. Je ne peux pas savoir. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ce mec-là. Et il me propose de m'ouvrir un compte, il me monte son ordi, je me dis, non, c'est bien ficelé ton truc et tout. C'est comme quand je te propose d'ouvrir des comptes de trucs de start-up. C'est moins risqué. Tu vois que j'écoute beaucoup plus maintenant. Et il me dit, je te donne 100 bitcoins, je te les mets sur le compte, contre 10 grammes de trucs. Je lui dis, ça c'est quoi en fait? C'est de l'argent virtuel. Il me dit, ouais, je lui dis, tiens, donne ta main. Il me donne sa main et je fais ça. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, argent virtuel, drogue virtuelle. On est tous les deux contents. Et je me crois super malin de ma blague. En fait. Ah, non. Ah, ça fait cher la blague. Ah, je la regarde de temps en temps sur la calculette. Là, on a 4 200 000 euros. 4 200 000 euros la blague. au moins, ça te fait une anecdote de plus. Mais t'en avais d'autres à raconter. Quand il y a eu le truc où ça a baissé de 80%, limite, ça m'a rassuré. Tu te sentais mieux. Limite. Tu te sentais mieux. Et ta mère, elle le vivait pas mal. Est-ce qu'elle le se rendait compte? Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'elle le vivait mal? Je pense pas qu'elle le savait. Je pense pas qu'elle le vivait. J'étais quand même assez discret là-dessus. Et après, il y a eu un retour de flamme. C'est qu'après le cinéma, après tout ça,
Moi aussi, j'ai eu des addictions et je pense que c'était vraiment, justice divine qui vient et qui dit: «Bon, ça va, tu t'es bien amusé, bah, tu vas payer Faut ton pain payer, noir sur terre», ouais. mmh et ça intervient enfin, dès ce moment-là, c'est enfin, quand tu t'es arrêté, c'est qu'il y a eu ton fils? C'est quand tu as déménagé à Dubaï? C'est quoi à peu près la chronologie? Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment la période où je fais, Johnny de Janeiro. Donc il y a l'album brésilien et tout et on est en ça dure de 2015 à 2018 où en fait, je suis un personnage public, Ouais, où, disons-le nous clairement, hein, je parle de chiffres, je dois faire partie des 20 plus gros rappeurs de France, avec les résultats qui vont avec, des showcases toutes les semaines, mais je te coupe, mais quand tu as fait platine, c'était en 2017, non? 2015-2016, Ouais, ouais, bah, par ça là, veut ouais. dire même il y a pas 20 rappeurs en France qui font ça, Ouais, même moins, mais non, ouais. il y en a quand même, il y Ah en a, ouais? mais il y en a beaucoup plus, récemment que à mon Qu'il y époque. a ouais. Ouais, Mmh. à mon époque, on fait vraiment partie, des plus gros, tu vois? Et les gens ne le voient pas au truc où je fais même cette interview avec Bouscapé, où je suis en casquette, on dirait Sacha du Bourg-Palette, mais C'est quand tu as je suis dit 2 en bras, 2 ouf. jambes, c'est ce moment-là? Ouais, c'est ça, Ah. c'est ça et j'avais besoin de partager au monde, de la vie et en fait, je pense que je l'ai fait de la pire des façons. Mais en même temps, vraiment, je regrette rien dans tout ça parce que ça m'a permis de tamiser beaucoup d'entourage, comprendre qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de moi, mais pour les mauvaises Ouais. raisons et c'est vraiment dans les pires des ténèbres où j'ai rencontré, ma femme, où j'ai construit mon foyer et où ça m'a pris beaucoup de temps aussi de revenir, vers la lumière. On va venir là-dessus aussi, mais justement en parlant d'entourage, c'est intéressant. Tu penses que maintenant tu as, entre guillemets, «tout nettoyé»? Parce que je parle souvent de ça dans le podcast, de mon entre guillemets, «mon ancien entourage», Mmh. heu, pas forcément toxique, mais qui était compliqué. En tout cas, on avait une vie trop différente et c'était pas ça me tirait pas vraiment vers le haut et c'est très difficile de, on va dire, d'éliminer, 20 ans de sa vie, quoi. Tu l'as géré comment? Ça a été OK ou? Bah, en fait, je pense qu'un ami qui ne l'est plus ne l'a jamais été. Mmh. Déjà, ça, c'est la vraie chose. Et il y a quelque chose que je retire pas dans mon interview avec Bouscapé, ou peut-être que ça a été mal compris, parce qu'en France, les gens sont beaucoup focalisés sur la première couche, alors que moi, je parle le langage des oiseaux. Ouais. Et quand je dis l'intérêt commun, je leur explique. C'est-à-dire qu'un ami doit partager des intérêts avec toi. Il doit être intéressant. C'est comme tu dis, ouais, t quand tu disais pour le contexte, «Si quelqu'un m'apporte rien, je passerai pas de temps avec lui». Mais c'est logique. Ouais, ouais. Qui va traîner avec quelqu'un qui ne l'amuse pas, qui n'est pas bienveillant à son égard? Mmh. L'argent, ça passe en centièmes, tu Mmh. vois? Au contraire, il y a même beaucoup de gens avec qui on va aujourd'hui faire de l'argent Mmh. et on va travailler, mais qui ne vont pas être des amis parce que une fois que le bureau est fermé, on n'a pas envie d'aller passer du temps avec eux. Ouais et c'est marrant parce que quand on se présente des gens, je te dis: «OK, lui bien pour perso, Mmh. mais pas pro» ou inversement et on Exactement, ouais. sait faire la part des choses et Ex c'est très, très important. C'est très Ouais. important et aujourd'hui, j'ai un entourage, bizarrement qui est vraiment à 100 à Dubaï, où Mmh. j'ai de vrais amis, des gens qui m'intéressent. C'est-à-dire que, quand j'ai du temps libre, c'est eux que j'ai envie d'aller voir parce qu'on va partager du savoir, on va partager des bons moments et on va beaucoup rigoler. Tu vois, j'ai été en détention à Dubaï et j'ai rencontré, 2 Anglais magnifiques et je tairai leur nom parce que je les ai pas consultés avant de leur en parler. Mais ils ont une histoire complètement folle où il y en a un, qui s'est fait arrêter avec une quantité de drogue ici. L'autre était avec lui à ce moment-là et donc le deuxième Anglais, celui qui ne s'est pas fait arrêter avec la drogue, considère, son ami comme un petit frère Mmh. et je lui dis: «Mais toi, t'as pas été arrêté avec le truc?» Il dit: «Ouais, mais s'il va faire 10 ans, c'est ma personne préférée sur terre, je vais faire ces Autant faire 10 ans avec lui, avec ouais. lui» et je voyais une interview d'Andrew Tate qui disait: «Partager des rires avec des amis, ça n'a pas de prix» et je les ai vus tellement rigoler, Ah ouais? là-bas et passer de bons moments et c'est des gens qui sont à l'extérieur, bien en place Mmh. financièrement. Mais le plus important, c'est pas l'argent ou quoi, c'est-à-dire de partager ces moments. C'est ces moments-là qui nous rendent riches et moi, je suis tout à fait à même de dormir par terre, à la belle étoile ou, entouré de cafards, à partir du moment où je suis avec des êtres humains intéressants. Mmh. Ça m'intéresse beaucoup plus que d'être dans une cigar room avec des gens, où on n'arrive pas à Ouais, ouais. discuter. Ouais, bien sûr. Mmh. Mais OK, super intéressant et c'est à quel moment que tu as déménagé à Dubaï? Qu'est-ce qui t'a fait est-ce que tu as eu envie de partir ou tu as découvert Dubaï et ça t'a donné envie de partir? J'ai découvert Dubaï, grâce à Core. À l'époque, je travaillais beaucoup avec Core et on avait produit un artiste ensemble qui s'appelait Werenoi et donc en produisant cet artiste, Core lui avait déjà déménagé à Dubaï et à un moment, il nous dit: «Bon les garçons, il faut que vous veniez, qu'on fasse du son ensemble et cetera». À l'époque, on avait enregistré, je découvrais Dera dans un studio à Dera où on avait écrit Mauvaise ensemble et cetera et Core m'a complètement montré la vie de Dubaï et je me suis dit: «Non, c'est
en vrai, à la même époque, je commençais à avoir un éveil à la spiritualité qui était assez latent. Et je me dis, c'est ici où je veux être. C'est, excuse-moi l'expression, mais c'est le New York pour les Arabes, quoi. Ouais. Et, et je me suis senti En totalement vrai, à ma pas que place. pour les Arabes, hein, si je peux. Bah, c'était le ressenti que j'avais à l'époque, tu vois. Et même quand je dis pour les Arabes, je veux dire Non, pour les musulmans. bien sûr, non, mais je vois ce que tu Mais veux dire. en fait, Dubaï, ce qui est génial, c'est que chacun y trouve son compte. Bien sûr. Les sportifs, ils trouvent leur compte. Les fêtards, ils trouvent leur Bien sûr. compte. Family Guys, Bien sûr. tu vois. Et ce qui est bien, c'est que moi, même en tant que non-musulman, en tant que chrétien, Mm. je suis jamais jugé. Mais quand je te dis jamais jugé, c'est même pas une question. Mais Quoi. toi, est-ce que tu te considères chrétien pratiquant? Est-ce que tu vas fréquenter des églises Non, ou... je me considère chrétien culturellement. D'accord. Ça veut dire, je vais en Moldavie, je vais en Arménie, j'adore aller visiter les églises. Ok. Pour moi, culturellement, ça fait partie de mon histoire et c'est très important. sûr, Et si tu bien me sûr. demandes ma religion, je vais dire chrétien. Mhm. Mais est-ce que je suis pratiquant? Est-ce que je prie? Non, pas vraiment. Ok. Mais après, il y a des personnes, par exemple, mon grand-père, Mhm. c'est, disons, ma figure paternelle depuis que je suis né. Lui, il prie, je pense vraiment 25% de son temps éveillé, tu vois. Ok. C'est vraiment. Ouais, chaud. Non, je te jure, c'est un truc de fou, quoi. Ça veut dire, tu lui parles, il peut y avoir un délai genre de 10 secondes, juste parce Mhm. qu'il finit sa prière et il te calculera Respect. pas tant que. Et donc, je suis quand même baigné là-dedans. Mhm. Après, dans ma famille, voilà, ils sont plus ou moins croyants, on va dire. Mhm. Mais ouais, pour répondre à ta question, je suis culturellement chrétien, mais. Non, je te dis ça Tu parce vois, que nous, on a une amie qui s'appelle Laura, qui est une Camerounaise évangéliste. Et je lui dis, est-ce que vous avez des lieux de culte Ouais, ici? bien sûr. Et ouais, elle a Ouais, tout ce qu'il faut. ouais. Elle a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais. Il y a une grosse communauté chrétienne, Ouais. que ce soit camerounaise, philippine. C'est ça. Et il n'y a pas que ou des autre. catholiques, il y a plein de Non, il y a chrétiens différents. tous Ouais. les courants. Si je m'y connais pas, Ouais. mais je sais que catholiques, protestants. Ouais. C'est Il Dubaï, y en tu a peux même plein, trouver des Amish. Alors là, Il doit y en avoir. l'antagonisme, Dans le désert ça avec des serait charrettes, il doit y en avoir. Ah, Non, j'aimerais mais il y bien a même voir ça. des temples sikhs, Ouais. tu vois. Il y a même depuis quelques années des juifs qui sont acceptés facilement ici. Il y a des synagogues totalement. Il y a ça une pose communauté aucun juive. problème. Ils ont fait l'allumage des bougies de Ah, Hanouka. Hanouka, ouais. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de magnifique, en fait. Puis même, je pense que en tant que musulman, moi, je considère l'islam comme la religion qui me correspond le mieux et pour moi, la religion de vérité. Et je suis tellement convaincu par ça que je suis pour que les autres religions existent. Parce qu'en vrai, ça va être très paradoxal ce que je vais te dire, mais j'avais vu un reportage où c'était des gens qui avaient le monopole sur quelque chose de précis et ils disaient oui mais là il commence à y avoir le journaliste leur disait et là il commence à y avoir de la compétition, comment vous le vivez? Ils disent bah écoutez, nous on sait qu'on est les meilleurs, donc plus il y a de la compétition, plus on va mettre du cœur à l'ouvrage. Ouais. Et donc je mets pas de la compétition entre les religions, Mmh. mais le fait qu'elles coexistent et que chacun ait le droit de pratiquer son culte, c'est aussi montrer au monde que nous on est vraiment convaincus par notre Bien truc sûr. et c'est pour ça que vous avez le droit et vous avez le devoir même d'exister. Bien sûr. Et Mais qu'on cohabite. les locaux, les Émiratis, j'avais pas vraiment de préjugés parce que je connaissais vraiment pas du tout les Émirats, mais c'est vraiment je vais pas te dire les gens les plus ouverts du monde, mais ils sont super ouverts. Ils sont super ouverts, super intéressés culturellement par les autres pays. Et moi, j'ai une anecdote, justement. J'ai un ami ici à Abu Dhabi avec qui on a été amené à faire des gros coups de business. Et il me dit, brother, I know you have a good position in Europe. Je dis, ouais. Il me dit, can you introduce me to the Freemasons? To the Freemasons. Je dis, C'est un ouf. je dis, là, t'as un peu surestimé Jojo, là. Tu peux l'introduire, Yes, mais the pas. Illuminatis, the Freemasons, they're from Europe. Bavière. Ah ouais, là, c'est autre chose. Là. Toi, t'as regardé trop de reportages, poteau. Mais c'est marrant, tu vois, ce Ouais. rapport qu'ils ont au monde. Ouais, ils se rendent pas compte. C'est un truc de ouf. Et non, moi, j'ai vu des scènes géniales. Par exemple, dans le centre équestre, dans les centres équestres où on va avec ma femme, ils organisent des concours une fois par semaine. Ça change. Une fois, c'est à Abu Dhabi, une fois, c'est à Equestrian Emirate Club. Tout le temps, ça change. Et il y a souvent le même, si tu veux, food truck qui s'appelle Lara, qui fait des jus, etc. Le mec est super gentil dedans. Et une fois, j'ai vu un mec venir. Il a pris des jus et tout. Il lui a dit non, mais c'est pas pour moi, tu les offriras aux gens. Et il lui a fait 100 000 bénédictions sur son shop. J'ai dit, mais lui, avec toutes ces bénédictions, il va ouvrir une chaîne. Vous voyez, tu vois, et juste dans un truc de gentillesse, de partage, vraiment de gentillesse pure. Et ça m'a super touché de pouvoir assister à ça. Trop bien. Je voulais te demander aussi, parce que ça t'est arrivé pas mal de fois, on en a déjà parlé, comment ta mère réagit quand elle voit que tu as été trahi, que ce soit sur la partie business ou perso? Parce que moi, je vois comment ma mère réagit. Souvent, elle me dit, ah bah je t'avais dit de faire C'est ça, attention. ouais. Je sais pas toi, mais moi, elle a un flair pour ça.
C'est incroyable. Elle me dit, ah, celui-là, c'est bon. Celui-là, fais Ouais. attention. Ouais, Mais c'est- bah ouais, bah c'est les darons. Hein. Ils Mm. ont, comme on dit, une vieille dame assise voit plus loin qu'un jeune homme debout. Et le vrai truc, c'est quoi? C'est que en fait, pour elle, me faire trahir, c'est me trahir moi-même. Elle m'en veut en fait à moi. Ah Parce ouais. que tu sais, pour se faire trahir, faut donner les clés aussi, tu vois. Et, et c'est compliqué en même temps parce que ça forge l'instinct. Pour ça que j'ai appelé ma première maison de production en France Instinct Production. Et je refuse totalement de me fermer à l'humain et de me dire, tu vois, de me laisser noircir le cœur. Et je pense que j'ai besoin de toujours faire confiance à 100% aux gens que je rencontre et au fur et à mesure Tu verras si des t'as faits de raison. jeu, Ouais. de voir si j'ai raison ou pas. Mais je refuse totalement de me dire, bon, bah voilà, j'ai été trahi, j'ai été truc, Donc et maintenant, non, c'est je fais plus fini. confiance à Ouais, personne, c'est pas vrai, ça marche ouais, pas comme ça. ouais. Mm. Mais pourtant, ça t'a coûté cher. Ouais, ça m'a coûté cher, mais en même temps, ça m'a tellement appris. Tu vois, Ouais. toi, par exemple, on se rencontre assez récemment et tu vois dans une phase de moi que les gens n'ont pas vu que c'est pas pour me vanter ou quoi, c'est vraiment des attributs que j'ai aujourd'hui et qui ont été forgés. J'ai l'œil, j'ai le troisième œil ouvert. Mm. Tu vois, je t'ai même prédit des trucs sur des choses de notre entourage, des trucs où Ouais. il va se passer ci, il va se passer ça. Et c'est l'expérience plus l'instinct qui font que je suis très content en même temps d'avoir vécu tout ça pour pouvoir aller dans des beaucoup plus hautes sphères de business, de travail et d'humain. Et quand je te parle de personnes, tu me dis souvent, ah ouais, lui, entre guillemets, fais attention, lui, voilà. Je Mm. te demande aussi comment tu sens les gens et tu sais direct me dire si Mm. c'est plutôt positif ou pas. Mais... Bien sûr. Et moi, j'ai aussi une stratégie avec les gens, c'est que à la première rencontre, j'essaye de me montrer sous le pire jour possible. Alors, jamais dans le manque de respect, jamais dans le mais quoi. un peu Ouais. taper 2-3 Dans fois, ce être un truc peu un peu extrême, ouais. irrévérencieux, Ouais. de voilà. Tu vois comment ils réagissent quand tu dis ça. Ouais. Exactement. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin d'être avec des gens qui ne se conforment pas. Mhm. Si c'est des gens qui se conforment, je peux leur présenter des assistants, je peux leur présenter des gens qui vont parler leur langage, c'est-à-dire le langage des cadres. Ouais. Moi, j'ai besoin d'être avec des leaders. Tu veux dire que quand tu parles d'une anecdote, par exemple, un peu qui pousse un peu, tu vois comment ils réagissent ou s'ils ils sont un peu sur le recul ou Ouais, si... exactement. Ouais. Bah, si- c'est, moi, j'ai été un peureux toute ma vie, donc ça fait que j'ai vraiment une phobie des peureux. Ouais. Ouais. Parce que la peur, ça dirige beaucoup d'émotions malsaines. Et l'être humain fonctionne à deux choses en carburant, c'est ou la carotte ou le bâton. Mhm. Et donc, je vais être, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je vais être plus comprendre ceux qui vont aller du côté de la carotte, c'est-à-dire Carotte. courir derrière Ouais, quelque ouais. chose, même si c'est un peu comme Sisyphe, monter un rocher et revenir toujours au début, Mhm. que ceux qui vont faire les choses par peur. Je dis souvent, j'ai peur de deux choses, j'ai peur de Dieu et de ceux qui n'ont pas peur de Dieu. Mhm. Tu vois, la peur, encore Ok. une fois, dans une notion où c'est ces gens-là qui me font peur. Ok. Mm. Bah, moi, je pense que j'ai pas peur de grand-chose. Parce que je me dis, le pire qui puisse m'arriver, c'est soit de repartir à zéro, mais ça sera toujours plus facile que la première fois. Mhm. Ou après, c'est sur la partie santé, mais sinon, ouais, Ah, la santé, ouais, c'est. Moi, je dis souvent, chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que si demain j'aurais une maladie grave ou quoi, je pense que je le prendrais vraiment avec philosophie, dans le sens où, voilà, on peut pas maîtriser, on peut pas. Donc, du coup, c'est pas un problème, c'est le destin, c'est comme ça, il faut l'embrasser. là, c'est plus lié vraiment à ta mère. Mais qu'est-ce que tu penses qui te reste à faire dans la musique? Est-ce qu'il te reste des choses à faire? Il me reste, très honnêtement, je me suis toujours dit que j'arrêterais à 35 ans. Donc là, on va rentrer sur l'année 2024. Moi, comme je suis né en 90, c'est Facile assez à simple à compter. C'est suivre. comme moi, 2000, c'est facile à compter. C'est assez simple à suivre, du coup. Et ouais, je vais faire une dernière année. Faire une dernière année, je vais voir combien de projets je sors. Je voulais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire à ta mère avant de mourir? Ah, je pense qu'on parle beaucoup. Hein. C'est que je l'aime. Et ma mère, contrairement à moi, elle a encore un peu de mal avec la religion parce qu'elle a eu une éducation religieuse qui a été faussée. Tu sais, on est de cette génération où on essayait de leur faire du bourrage de crâne et c'était très strict. Et il faut savoir que l'âme est un de nos ennemis, Elle en va fait. Et repousser plus ça. tu vas essayer Ouais. d'être strict avec ton âme, plus ça va être compliqué. Et aujourd'hui, malgré tout ce que je peux paraître en public, elle me voit en privé et je vois que comment l'islam a influé sur ma vie, ça commence à l'ouvrir à une certaine piété et j'en suis super content et j'aimerais vraiment qu'elle continue sur ces efforts-là. Et J'aimerais bien avoir la chance de pouvoir aller au paradis et de l'y voir. J'ai plus de questions. T'avais quelque chose à mentionner, quelque chose que tu veux que les gens retiennent? Bah écoutez, comment elle s'appelle déjà l'émission? Maman m'a dit. Maman m'a dit, bah venez vous asseoir sur ce fauteuil et venez vous raconter ce que votre daronne elle vous ont dit. Ah bah, Ce il y que en a, vos mères. il y en a, c'est plus ou moins intéressant. Un autre truc, tu verrais bien qui, là, qui pourrait être intéressant? Qui
pourrait être intéressant. Bah, moi, j'aimerais bien que si tu y arrives, tu arrives à nous ramener Andrew Tate. J'aimerais bien savoir son rapport. Ça m'intéresserait d'avoir Andrew parce qu'il est beaucoup décrit comme un misogyne. Ouais. Et j'aimerais bien savoir le rapport qu'il avait avec sa mère. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être super intéressant. Ouais. C'est intéressant d'avoir ce biais-là, je trouve. Qu'est-ce que ta mère pense de toi, comment elle réagit, ça veut dire beaucoup de choses, je pense. Mais Après, à part Eminem qui va te dire ouais, bah, moi j'aime pas ma mère, elle trouve que je suis une ordure. Tiens maman si tu me regardes. tu sais, en parlant de ça, Je te nique maman, Cartman. J'essaye de l'arrêter, mais je n'y arrive pas. Ramène Cartman ici. J'ai vu qu'il avait vendu 800 millions d'albums. Qui ça? Eminem. C'est possible ça? Ah, c'est possible, ouais. Mais c'était peut-être 80, mais je pense que c'est 800. 80, c'est Même déjà si énorme. c'est Mais 800, je pense qu'il a dû faire quoi, plus de 10 ou 15 projets. ouais. Des fans à travers le monde, il doit bien y avoir 80 millions, 100 millions de fans d'Eminem. dans le Mais monde, t'imagines, toi, ce que ça fait? ouais. C'est énorme. Ouais. Ah bah ouais. À 800 millions, ça va faire un chiffre d'affaires à peu près de 8 milliards. Ouais. Ouais. C'est pas mal. Mieux que tes 10 bitcoins. Ah ouais, c'est sûr. Ah, c'était 100. Ouais, c'était 100 Putain, bitcoins. merde. Alors, il est encore plus con que ce que je pensais. Merci beaucoup, Sadek. Avec grand plaisir, Paul. Merci de m'avoir invité. Pas de souci.